Bonjour à tous. Bon, bah, aujourd'hui, pas de tirage, je suis désolée, mais on va parler de runes. Donc en parler, on va pas faire de tirage avec, on va parler de runes. Et notamment, je vais essayer de répondre un petit peu à une question qui m'avait été posée il y a fort, fort longtemps. Donc j'espère que la personne, me suit encore et regarde un petit peu encore, ce que je fabrique. Mais elle m'avait demandé, bah, par quel livre me conseillez-vous de, débuter avec les runes? Enfin, pour débuter avec les runes. Parlons déjà de runes. Qu'est-ce que sont les runes? Les runes, c'est un alphabet. En gros, ça, voilà, je vous montre. Ça, c'est une lettre. Ça, ce n'est pas une rune, c'est un bout de bois. Les runes, c'est l'alphabet, ce sont les lettres. Hein, c'est comme si on vous disait, si vous mettiez l'alphabet latin sur des petites, bon, vous diriez pas: «Ça, c'est un alphabet». Si c'était un A là, vous diriez pas: «Ça, c'est un alphabet». Non, vous diriez: «Ça, c'est un A». Bref, voilà, hein, c'était juste, petite, précision. Donc les runes, c'est un alphabet germano-nordique, qui a été utilisé, pour, hem, soit pour des fonctions magiques. On gravait des runes, notamment sur des armes pour leur donner un certain pouvoir, sur des ceinturons, sur des bref, voilà, on gravait des runes sur certains objets, pour que la rune qui était gravée apporte ses bienfaits. Donc chaque lettre, c'est un peu comme l'alphabet hébreu, par exemple, chaque lettre a une, on peut pas dire ça de l'alphabet latin. Par exemple, le A, on va pas lui associer des symboles, des symboliques, toute une symbolique autour du A. C'est le A, c'est une lettre, point barre, quoi. Alors que les runes, si. Comme l'alphabet hébreu où chaque lettre a une symbolique précise et tout ça, et on peut s'amuser du coup à faire des tirages ou à les utiliser en magie. Donc elles avaient ces fonctions-là, elles avaient également des fonctions un peu, on va dire, notariales, parce qu'on a retrouvé des stèles où il était écrit, en runes: «Machin est passé ici», ou «Machin a vécu ici», ou «Machin a fabriqué ceci». C'était juste une fonction de dire, bah, machin, était là, quoi, c'est pour faire perdurer un peu le nom. Il y a évidemment les stèles funéraires, mais il y a d'autres objets comme ça qu'on a retrouvés avec des inscriptions runiques et qui avaient des vocations un petit peu comme ça, que j'appelle notariales. Je ne sais pas si c'est le bon terme, historique pour dire ça, mais bon, voilà. Bref, les runes, c'est ça. Aujourd'hui, on s'en sert pour faire ou de la magie ou de la divination. Les runes, la plupart, dans le commerce, les runes que vous trouverez sont souvent, faites, dans des pierres, dans des pierres semi-précieuses. Vous allez en trouver en améthyste, beaucoup, en cristal de roche, en onyx, bref. Moi, chez moi, en Sicile, voilà, pas ici, donc je peux pas vous le montrer, mais vous vous rappelez peut-être, lors de mes tirages, j'ai un petit jeu de runes, qui est fait en cornaline, et les pierres, c'est pas des petits galets comme ça, comme, la plupart de celles qu'on trouve dans le commerce. C'est des espèces de petits cubes, un peu allongés, donc c'est pas un cube, cube, mais c'est, un cube, rectangulaire, je sais pas comment on dit. Bref, qui sont faits en cornaline, bref, ils et les runes sont toutes petites, elles sont toutes mignonnes, bref, j'aime beaucoup ce jeu. Mais c'est mon jeu, de Sicile. Ici, j'ai moi, des runes que j'ai faites moi-même, fabriquées moi-même. On dit souvent que c'est quand même vachement mieux de les fabriquer soi-même que de les acheter dans le commerce, mais après vous faites ce que vous voulez. Donc ce sont des runes qui sont faites dans là c'est du châtaignier, c'est des petites tranches d'une branchette de châtaignier que j'ai polies, donc je les ai coupées comme ça en tranches. C'est pas moi qui les ai coupées d'ailleurs, c'est mon papa. Il me les avait coupées, je lui avais demandé de faire des espèces de biseaux comme ça là, bref. Après je les ai polis, après je les ai gravés, je les ai pyrogravés plus exactement, et ensuite j'ai passé un peu de cire d'abeille pour qu'elles aient cet aspect. J'aime beaucoup le châtaignier, je trouve qu'il a un aspect qui me convient bien. Mais bon, vous allez en trouver, évidemment, le noisetier, c'est, l'essence principale, pour les runes, parce que c'est aussi, le noisetier dont on se sert pour faire, les baguettes de sourcier et cetera. Bon bref, il y a une connexion avec, la divination et tutti quanti, et puis la perception extrasensorielle, on va dire, en général.
Donc voilà. Vous pouvez également prendre des petits cailloux, des petits galets, en bord de plage ou en bord de rivière pour dessiner dessus. Vous pouvez, utiliser de la pâte à sel. Nathalie Limoges qui propose des ateliers, autour des runes, fait fabriquer en pâte à sel les runes. Il faut savoir que normalement, les runes sont gravées, c'est pas dessiné. Sauf si vous faites un sigil, une rune liée, un sigil avec, les runes, vous pouvez le dessiner sur un parchemin ou je ne sais quoi, ou sur votre peau ou voilà, bon bref, vous pouvez, faire ça, mais normalement c'est gravé et en plus, elles sont censées être peintes en rouge et il y a aussi des, comment dire? Souvent on dit qu'il faut, que ce soit, hem, comment dire? Peint avec du sang. Alors évidemment, ne vous saignez pas aux 80 pour, faire des runes, mais vous pouvez prendre une petite lancette, vous savez les trucs pour les diabétiques là, pour qu'ils testent leur sang, leur diabète, pour, faire couler une petite goutte de sang que vous mettez dans de la peinture rouge. Autant que faire se peut, parce que les runes, c'est ça, c'est quand même très, on est très, esprit de on reste au Moyen Âge quoi, hein. On fait pas, avec des techniques modernes. Donc on va essayer d'avoir une peinture la plus naturelle possible, donc avec des pigments naturels que vous allez fabriquer vous-même et cetera. Bon bref, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez prendre un tube de peinture rouge d'acrylique, mettre une goutte de sang dedans, voilà. Donc ça, c'est les techniques normalement qu'on utilise. Après, ça dépend de l'utilisation qu'on va en avoir. Le fait de mettre du sang vous approprie ces runes, donc a priori, évitez de les faire toucher à qui que ce soit d'autre. Donc c'est des runes que vous devez garder secrètement pour vous. C'est mon avis, je ne sais pas ce qu'en penseraient d'autres personnes, plus spécialisées que moi dans les runes, mais bon voilà, pour moi, s'il y a mon sang dedans, je ne laisse personne y toucher. Et elles vont plutôt servir à des travaux magiques, à des enfin voilà, à des choses un peu plus, voilà. Si vous faites de la simple divination, vous pouvez prendre évidemment les runes du commerce. Vous pouvez vous fabriquer vos petites runes et les dessiner sur des galets sans les graver, parce que c'est pas si évident que ça. Il faut avoir une dremel qui vous permet, de graver, bon, c'est pas si évident que ça. La dremel, vous savez, c'est ce petit outil dans lequel on peut mettre tous les petits outils qu'on veut au bout, mais c'est pour faire des travaux minutieux, hein. La dremel, on peut faire j'ai utilisé une dremel pour poncer mes runes, notamment. Voilà. Parce que c'est une toute petite ponceuse, toute petite, quoi. C'est parfait pour faire un objet, de cette taille-là, quoi. Donc les dremels, hein, c'est une machine sur laquelle on peut encastrer plein d'outils, plein de tout petits outils pour faire des petits travaux de précision et notamment de la gravure, par exemple. Mais vous n'êtes pas obligé de graver si vous voulez faire juste de la divination comme ça. Il faut savoir que les symboles, les lettres, ont une dimension symbolique, ont un égrégore à elles toutes seules, bref, donc si vous respectez pas, au pied de la lettre, la fabrication des runes, en gravant, en mettant votre sang et cetera, ça fonctionnerait quand même parce qu'il y a tout l'égrégore qui va derrière, donc vous inquiétez pas. Voilà, donc ce que sont les runes. Bon, moi je vous ai présenté mon jeu à moi qui est en bois, mais voilà, hein, il y a 1000 façons d'avoir des runes, il y a 1000, voilà. Vous pouvez faire des runes éphémères sur des feuilles d'arbres, vous pouvez, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez, on s'en fout. Pensez juste, je dis ça, j'y pense là à l'instant, si votre méthode de tirage c'est de jeter les runes, parce que normalement c'est comme ça que ça fonctionne, on est censé les jeter, et pas en tirer 1, 2, 3. Vous pouvez tirer les runes si vous voulez, mais si vous avez l'intention de les jeter, faites attention à la matière dans laquelle elles sont faites. Moi en bois, ça va, elles vont pas se casser, hein, je peux les jeter, aussi fort que je veux, elles vont jamais se casser, ça se casse pas. Par contre si elles sont en pierre, voilà, évidemment. Et si ce sont des galets par exemple et que, vous jetez ça sur votre carrelage, vous risquez de faire des coups, des à-coups, des accros à votre carrelage. Bon bref, hein, soyez intelligents, hein, et utilisez prenez des runes qui sont dans la matière qui vous conviendra à vous. Voilà, tout simplement. Le bois, moi j'aime bien. Personnellement, je trouve que c'est, meilleure méthode du monde pour faire des runes. J'aime cette idée. Parce que c'est probablement parce que les tout premiers jeux de runes que j'ai fait, le tout premier jeu de runes que j'avais fait, c'était comme ça. On était en forêt avec d'autres gens et on avait chacun, pris une branche de noisetier
chacun couper nos runes, un peu, polissées. Elles sont pas aussi bien polies qu'avec la Dremel d'ailleurs, soit dit en passant. Et on avait justement mis du sang dans de la peinture rouge qui était faite avec des matières naturelles et peint, alors on les avait juste peints. On n'avait rien pour graver les runes. C'est le seul truc qui manque, ce petit jeu de runes, mais bon. Mais bon, on s'en fout, c'est pas bien grave, voilà. On a des méthodes, différentes pour avoir ou se faire des runes, donc voyez celle qui vous plaît le plus. Une fois qu'on a vu ça, vous avez vos runes. OK, très bien. Comment on s'en sert? Alors, il y a une phrase de, enfin une phrase, une idée, une conceptualisation de la chose, de Nathalie Limoges, qui est une, spécialiste des runes, entre autres. Elle fait aussi de la chimie végétale, elle enfin bon, elle fait plein d'autres trucs, mais c'est quand même elle fait voilà, parmi les choses qu'elle, enseigne notamment et qu'elle sur lesquelles elle a écrit, sur lesquelles elle se spécialisait, il y a les runes et elle dit: «Les runes, c'est comme une vieille dame». Quand vous rencontrez pour la première fois une vieille dame, vous lui dites pas, «Invite-moi à bouffer, j'ai envie de voir, la déco de ta maison, comment tu cuisines et puis j'irais bien voir dans ta chambre à coucher, ta petite nuisette pour dormir, pour savoir, et tout connaître de toi et connaître tous tes secrets». On ne fait pas ça, ça ne se fait pas et elle dit: «Bah, les runes, ça s'appréhende exactement comme ça. Il faut s'apprivoiser, il faut les apprivoiser, qu'elles nous apprivoisent, il faut créer une relation avec les runes avant d'en connaître tous les secrets». J'aime bien cette idée parce qu'effectivement, c'est l'effet qu'elles me font, les runes, personnellement. Donc vous allez trouver des tas de bouquins qui vont vous parler des runes. J'ai des exemples ici, par exemple, là, c'est Chris Semet, chez Hugo Poche, donc c'est une version poche. Hem, voilà, on a les runes, il nous donne, bon, je l'ai pas lu, hein, alors, je l'ai, mais je ne l'ai pas lu, donc je devrais peut-être pas parler de celui-là. On va parler de l'autre. J'en ai un autre, hop là, les runes de, Jan Bukowski, Les clés de l'ésotérisme chez Albin Michel. Donc je ne connais pas, cet auteur, je le connais pas. Mais bon bref, il nous fait une, voilà, chaque rune a un petit descriptif, patati patalaire. Hem, alors lui, il a la particularité de, comment vous dire? Les runes, ont un sens. Ah, attendez, je vais essayer de vous en trouver, bon, vous avez vu mes tirages, hein, donc certainement que vous avez déjà vu ça, mais bon, bref. Bon, il y a des runes comme celle-ci, par exemple. Là, elle est à l'endroit, là, elle est à l'envers. Et on va avoir des interprétations éventuellement différentes selon si elle est à l'endroit ou à l'envers. Et puis, il y a des runes qui n'ont pas d'envers. Celle-ci, qu'on la mette comme ça ou comme ça, c'est toujours le même symbole. Elles sont censées être symétriques. Moi, je les ai pas forcément dessinées de façon ultra symétrique, mais elles sont censées avoir une certaine symétrie qui fait que si je la tire comme ça ou comme ça n'a pas d'impact sur l'interprétation que je vais donner. Et lui, dans son livre, il a décidé que si on la tirait comme ça, c'est-à-dire face cachée, et ben du coup, c'était comme si on lisait, la rune renversée. Et comme, par exemple, celle-ci, elle a un endroit, un envers, par exemple, bah, elle a 2 envers et un endroit, en fait. Puisque, on peut la tirer soit retournée, soit, inversée, soit droite. Mais, inversée et retournée, c'est la même interprétation pour lui. Bon, j'ai trouvé ça un peu strange. C'est la première fois que je vois ça. La plupart des bouquins vous disent, celle-ci n'a pas de côté inversé, enfin ne peut pas être renversée. Il n'y a pas de rune renversée, donc il y a qu'une seule explication à cette rune. Donc ces bouquins-là, tous ces bouquins-là que vous trouverez, dans le commerce, il en existe des tonnes et des tonnes et des tonnes, vont vous donner essentiellement des mots-clés que vous retrouverez essentiellement sur internet. D'ailleurs, si vous n'avez pas envie de même acheter un bouquin, vous pourriez limite suffire, pardon, des listes sur internet qui vous donnent des mots-clés, ça pourrait être quasiment suffisant. Avec ces mots-clés, vous avez, une idée de la base qu'il y a autour de la rune, mais il va falloir développer, vous, votre relation à cette rune personnelle pour aller au-delà de ces simples mots-clés. C'est pas pour rien, je pense, que la plupart des bouquins autour des runes sont vraiment
basique, en fait. C'est parce que en gros, au-delà du basique, ça devient du subjectif. Ça devient comment moi, je vois les choses par rapport à ça. On peut pas enseigner à quelqu'un notre vision des runes, parce que, c'est notre vision à nous, point barre, quoi. C'est nous, comment on les sent, comment on les vit, comment on pratique avec elles, c'est notre expérience avec elles, et cetera. Et donc, d'un praticien à l'autre, vous pouvez avoir des interprétations super différentes. C'est un truc qu'on va retrouver à peu près dans tous les oracles, mais qui est super puissant chez les runes et qui l'est beaucoup moins sur beaucoup d'autres types d'oracles, type le tarot que moi j'utilise principalement. Bon, on a des visions différentes sur le tarot, selon qu'on utilise un Rider-Waite ou un tarot de Marseille, mais même dans le tarot de Marseille, il y a des visions qui peuvent être très différentes selon les auteurs, mais quand même, c'est pas si, je vous dirais, prégnant que l'on doit vivre avec. On doit se faire une idée, on doit se faire c'est quelque chose de beaucoup plus mental, le tarot, de beaucoup plus, dans notre idée, notre conception de la vie, des choses, et cetera. On va faire des différences d'interprétation parce que on est, nous, liés à notre symbolique personnelle, à nos filtres personnels. Les runes, ça se vit beaucoup plus. C'est beaucoup plus intégré au corps. D'ailleurs, un petit conseil pour, comment dire? Appréhender les runes et mieux les connaître, c'est de se les dessiner sur la peau. Vous le mettez à un endroit qu'on voit pas trop, donc bon, moi souvent je me le faisais là, mais c'est sûr qu'en été, c'est un peu plus voyant. Quand en hiver, on a des manches, bon voilà, ça se voit moins. Mais vous pouvez le mettre un peu n'importe où, à un endroit plus ou moins caché, un endroit, voilà, au stylo bille évidemment, hein, qu'on enlève après, pour voir l'influence que la rune a sur nous. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des symboles magiques. Donc ils ont une influence sur nous. On pourrait faire pareil avec le tarot de Marseille en particulier, mais c'est moins usité, c'est moins utilisé, en magie. On va, souvent s'en servir comme d'un support méditatif ou quelque chose comme ça, mais de là à dire que, telle carte aura telle influence sur notre journée, par exemple, c'est moins évident et pourtant, c'est vrai, j'ai une copine, Elisabeth Massot, qui raconte souvent que un jour, elle avait pris, la carte du, chariot avec elle et elle, c'est une cavalière, elle a des chevaux, donc elle part se promener avec son cheval et elle se retrouve à se faire, renverser par le cheval parce qu'il y avait la fougue, du chariot, donc sur lequel il y a 2 chevaux représentés et qui partent à hue et à dia. Ils sont un peu, les chevaux du chariot sont un peu, voilà, indisciplinée et du coup, elle s'est retrouvée, face à un cheval indiscipliné parce qu'elle portait la carte du tarot. Donc vous voyez que, c'est possible de s'influencer avec le tarot, mais avec les runes, c'est juste une grosse évidence. Donc vous pouvez vous les graver sur vous. Enfin, je montre là, mais enfin, attention, non, attention, j'ai dit graver, non, évidemment, ne vous gravez pas des runes, s'il vous plaît. Évitez de vous les tatouer également parce que ces runes ont une influence sur vous, hein. Donc si vous tatouez une rune et attention aussi, toutes les runes ont un aspect, on va dire, un peu positif et un aspect négatif. Il y a des runes plus négatives que d'autres. J'imagine que vous allez les éviter dans votre tatouage de runes, mais il y a même des runes positives, elles ont des aspects négatifs. Donc vous allez passer vivre toutes les choses que raconte la rune et c'est pas, enfin, je vous le conseille pas. Je vous le conseille pas. Par contre, vous l'écrire au stylo bic pour voir un petit peu comment ça va se passer aujourd'hui sous l'influence de telle ou telle rune, ou vous servir d'une rune parce qu'aujourd'hui, vous savez que vous allez avoir une grosse journée, vous avez besoin d'énergie et vous mettez la rune Ourouz, par exemple, qui est une rune de grande vitalité, où on fonce, on y va et tout ça. Vous pouvez vous graver, enfin, vous dessiner, pardon, la rune rouge quelque part sur vous, de façon à profiter de son énergie, de combativité et de voilà, d'y aller et de faire les choses, d'aller au bout des choses, on est dans le concret avec rouge aussi, donc on fait vraiment les choses qu'on a à faire. Donc ça peut vous donner la vitalité dont vous avez besoin sur cette grosse journée qui vous attend, par exemple. Mais vous pouvez également, vous toutes vous les dessiner et voir un petit peu ce que chacune donne au fur et à mesure des jours.
C'est un bon moyen d'appréhender les runes, mais c'est un moyen, comment dire? Que je vous dirais secondaire. Avant ça, qu'est-ce qu'on fait avec les runes? Ben, on en apprend un peu plus sur l'histoire des runes, sur l'histoire des Scandinaves, des Germano-Scandinaves. Alors quand je dis l'histoire, n'allons pas trop loin, je vais faire des propositions de livres qui sont de vulgarisation, hein. Pas de pardon, pas des trucs trop compliqués. On a des universitaires qui ont écrit des super bouquins autour de l'histoire ou des écrits, ou des enfin bon bref, des choses autour de cette culture, germano-nordique, mais parfois c'est un peu dur à avaler. Donc moi je vais rester sur des trucs, genre, faciles à lire, hein, vraiment faciles à lire et qui vous mettront dans le bain, suffisamment dans le bain. Première chose, les runes sont ultra connectées à la mythologie nordique et aux dieux nordiques. À commencer parce que on dit que les runes nous ont été données par Odin, le dieu des dieux, nordiques, suite à un sacrifice qu'il a fait pour recevoir les runes et ainsi nous les divulguer à nous aussi. Qui a écrit un super bouquin, sur la mythologie nordique? Neil Gaiman. Neil Gaiman qui a écrit, donc ici c'est la mythologie viking, j'en suis fortement désolée. Le titre original c'est Norse Mythology, donc mythologie nordique. Mais ils ont rajouté viking. Je rappelle, viking, ce n'est pas du tout un peuple, c'est un métier dans les peuples scandinaves. Voilà, chez les peuples scandinaves. C'est vraiment ceux qui avaient pour fonction de sortir du pays pour aller conquérir un petit peu le reste du monde. Donc c'était pas une conquête... comment dire, en mode empire, hein, impérial. On n'allait pas prendre des pays pour se les attribuer, bien que ça pouvait être éventuellement le cas, mais bon, c'était surtout, on faisait du commerce. Sinon, on pouvait piller un peu, on pouvait également se confronter aux populations, on pouvait également s'installer dans les populations. La Normandie est un exemple de région dans laquelle des Vikings sont venus s'installer. Donc voilà, il y avait toutes sortes, en gros, c'était des gens et des fois, ils faisaient ça, 3, 4, 5 ans, histoire de se faire un peu d'argent, soit par les pillages, soit par le commerce, bref. Et après, ils revenaient au pays, ils s'installaient, ils se trouvaient un petit coin comment un petit champ à labourer et hop, ils faisaient avec les sous qu'ils avaient gagnés lors de leur conquête et puis voilà, ils s'arrêtaient là, quoi. Ils ont été vikings 3, 4 ans, pas plus. Bref, donc mythologie nordique et pas viking, mais bon, on s'en fout, c'est une traduction. C'est, donc Neil Gaiman, est un passionné, hein, et c'est lui qui a écrit, American Gods, hein, l'auteur de American Gods. Donc il aimait bien la mythologie et notamment la mythologie nordique et il l'a écrit. Il a en gros la mythologie nordique, on la trouve beaucoup dans les Eddas de Snorri Sturluson et il y a les Eddas poétiques aussi, je crois que ça c'est pas Snorri. Bref, on a 2 textes, qui ont été faits et qui sont post, comment dire? Plus personne ne croyait à cette religion nordique. Mais comme ils étaient descendants, Snorri Sturluson, c'est un Islandais, qui est descendant des peuples scandinaves donc, hein, les Islandais, en gros, l'Islande a été conquise par, les peuples scandinaves donc il a juste voulu faire un petit retour aux sources. D'ailleurs, à l'époque, l'Islande était une province de la Suède ou de la Norvège, je ne me rappelle plus, enfin bon bref. C'était même pas un pays à part entière à l'époque, c'était plus ou moins une colonie d'un des pays scandinaves là. Bref, tout ça pour dire que voilà, c'était une espèce de petit retour aux sources quoi qu'il faisait, alors qu'il était totalement chrétien quoi, hein. On est bien d'accord, c'était un chrétien, fervent, mais l'histoire de son peuple l'intéressait, donc il a écrit ces trucs. Donc c'est un peu rétroactif, donc déjà. En plus, il y a comment dire? Des notions un petit peu chrétiennes qui sont mélangées à tout ça. Donc on n'a pas de vrais textes qui nous disent comment, ces dieux étaient vus, quelles étaient leurs réelles mythologies, quelles étaient leur réelle importance dans la vie quotidienne. On n'a pas tant d'infos que ça. Mais bon, ce qu'on en a tiré, Neil Gaiman en a fait quelque chose de vachement plus abordable parce que les Eddas,
bah, soit c'est les Eddas poétiques, et donc c'est hyper poétique, et c'est pas forcément très simple. Quand on ne connaît pas l'histoire scandinave, etc., bah, c'est pas forcément très simple de comprendre. Il y a des mots, la plupart utilisent des mots qui sont des mots très compliqués à dire et à retenir, etc. Et qui donc et qui sont pas toujours explicités, ou alors c'est des petites notes de bas de page, mais ce sont des textes qui sont compliqués. Hein, en France, on a Régis Boyer qui a fait des super bouquins sur le sujet, mais c'est des bouquins d'universitaires, écrits pour des universitaires, pour des chercheurs, des historiens. Donc c'est un peu, j'ai trouvé ça un peu dur à avaler, alors que là, bah, c'est raconté par un romancier. Et donc il nous a raconté bah, les histoires, telles qu'elles sont racontées dans les Eddas, de tous les dieux. Donc pour apprendre qui est qui dans la mythologie nordique, et puis quelles sont toutes leurs petites histoires, leurs mythes fondateurs, leurs mythes, enfin les aventures qu'ils ont vécues, etc., etc. Toutes les notions symboliques qu'il peut y avoir autour des dieux, de Loki qui est un peu le trickster, celui qui fait des canulars, qui embête tout le monde, qui fout la pagaille, mais qui du coup génère de l'aventure. Donc c'est par lui que l'aventure arrive. Il y a comment dire, Thor qui est la force incarnée, un peu bête, mais avec des gros biscottos, et qui va, comment dire, être un peu le sauveur du monde. Tyr, qui est le dieu de la justice et des choses qui sont justes, et qui va se battre pour les bonnes causes, et pas seulement par... en fait, lui, il va se battre pour la cause de l'ensemble, de tous les humains ou de tous les dieux. Bref, on a des symboliques comme ça que vous allez retrouver dans les runes, forcément. Donc ça, super bouquin. C'est un petit poche, là, Alors moi, j'ai une ancienne version, je crois qu'ils en ont fait une nouvelle édition, donc bon, elle n'est pas très... comment dire, représentative de ce que vous allez trouver dans les étals des marchands de livres, mais enfin je crois, il me semble qu'il y a une nouvelle édition de la collection Pocket, enfin de chez Pocket, hein. Mais bon bref, on s'en fout, voilà, Neil Gaiman, la mythologie viking, super bouquin pour connaître grosso modo la mythologie, tout simplement. Donc ça c'est super, et très facile à lire. Ensuite, il y a un autre bouquin que moi, j'ai vraiment trouvé vachement bien. Non, attendez. Non, j'en parle après. Alors, c'est un bouquin qui va parler de runes, mais qui va pas en parler. C'est-à-dire, elle en parle, c'est-à-dire que les runes sont présentes dans le livre, mais elle ne nous explique pas comment interpréter les runes. C'est un livre qui est sur les divinités, le folklore et les rituels nordiques. Les esprits du Nord, ça s'appelle. C'est Sanctulia, j'arrive jamais à me rappeler son nom. C'est chez Secret d'Étoile. Donc, très joli bouquin, hein, vous en marquerez. Et il est joli du dedans aussi. On a des illustrations, alors on a des images, mais on a aussi des illustrations qui sont assez sympas. Enfin, bon, bref, c'est un bouquin qui est sous forme d'almanach. Donc vous avez chaque mois qui est répertorié, et chaque mois on a un nouveau dieu. Chaque mois on a une nouvelle notion. Elle nous parle de les différentes pratiques, les différentes... attendez, je vais vous trouver... attendez, le premier mois, il est où? Attendez. Le premier mois, voilà. Ça commence par avril. C'est bizarre, ça. Bah ouais, écoute. Ça commence par avril. Oui, ça commence par avril. Pourquoi? On ne sait pas. Donc, alors, attendez. Donc avril, ok, on a le calendrier, donc elle va nous parler des différentes fêtes, des différentes choses. Excusez-moi, j'ai tous mes cheveux qui tombent. Là, c'est le premier jeudi qui suit le 18 avril, premier jour de l'été, nouvel an. Là, bref, elle nous parle des fêtes. Des choses qui se faisaient à l'époque. Donc elle a fait beaucoup de recherches historiques, mais il y a également des choses qui sont plus récentes. C'est-à-dire que cette autrice, elle est dans une volonté un peu reconstitutionniste, c'est-à-dire elle essaye de s'approcher au plus près des pratiques qu'avaient les Scandinaves, les Germano-Scandinaves à l'époque. Mais il y a des trous, des manquements, puisque, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien d'écrit. Donc, c'est beaucoup d'archéologie, quelques écrits tardifs,
fait par des chrétiens. On a, voilà, certaines infos, mais il y a des trous à combler qui ont été comblés notamment par la Zatrou, qui est la religion runique, mais qui est une religion totalement moderne. C'est-à-dire qui est basée sur les runes et sur les divinités que l'on connaît, que vous trouverez ici. Mais c'est hyper moderne parce qu'il y avait, par exemple, des informations qui leur manquaient, donc ils les ont créées, importées dans l'esprit de ce qu'ils ont en connaissance, mais voilà. Et donc elle fait, quand elle écrit son bouquin, elle nous dit ça c'est vraiment une donnée archéologique, ça c'est une donnée historique, ça c'est une donnée moderne. Elle nous raconte, elle nous dit vraiment d'où viennent ces sources. Et que j'ai trouvé vraiment intéressant parce que c'est pas le cas de tous les livres où on nous affirme des choses et des fois ce sont des choses qui sont hyper modernes et pas du tout de l'époque où c'était fait. Donc elle a une volonté reconstitutionniste. Et donc voilà, elle nous détaille un peu le calendrier, qu'est-ce qui se passe au mois d'avril dans ces peuples-là, qu'est-ce qui se passait. Elle nous présente un mot du mois. Donc là, c'est les As et les Vannes, donc les deux sortes de dieux. Elle nous présente un peu de mythologie et divinité, donc elle nous raconte une histoire, donc là c'est sur Hugin et Munin, qui sont les deux corbeaux qui assistent Odin. Après elle nous parle de un dieu, donc on a Odin, le premier des dieux, hein, forcément, le premier dont on parle. On voit d'ailleurs sur l'illustration qu'il est avec un corbeau, hein, parce que il est assisté de ces corbeaux. Donc Odin, voilà, elle nous fait un peu de travailler avec cette divinité, les origines, enfin la mythologie, donc elle pousse pas trop loin, hein, parce qu'il y a plein d'histoires avec Odin, mais elle nous raconte 2-3 petits trucs, sa carte d'identité divine, donc les différents noms qu'il a pu avoir. Ses attributs, de quelle famille divine, donc les As ou les Vannes, il appartient, le nom de sa halle, donc ils ont tous une maison, hein, chacun, des dieux, donc voilà. Bref, voilà, elle nous fait un petit truc, elle nous parle aussi des runes correspondantes, donc c'est bien pour ça que je vous disais que quand même ça parle des runes, parce qu'elle nous parle de toutes les runes qui pourraient correspondre à cette divinité. Les traditions et le folklore, là elle parle de la chasse sauvage par exemple. Bref, c'est un bouquin qui va nous parler un peu de manière générale de comment vivaient ces gens-là à cette époque-là, comment on peut s'en servir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut fêter comme fête que eux fêtaient, qu'est-ce qu'on peut prendre comme habitude que eux ils avaient, etc. etc. Le tout mélangé avec des faits historiques, mais également des trucs un peu plus modernes, un peu plus néo-païens. Mais qui sont toujours marqués. Elle dit, là il y a un truc que vous pouvez faire, mais ça c'est un truc néo-païen, c'est pas eux ils le faisaient pas, mais nous on aime bien le faire parce que on trouve que ça correspond bien à l'esprit et que s'ils avaient eu l'idée, sûrement ils l'auraient fait. Voilà, bon, il y a des trucs comme ça, j'ai beaucoup aimé. Donc vous allez rien apprendre sur les runes, vous n'allez pas apprendre à tirer les runes, mais vous allez apprendre beaucoup plus sur l'histoire et la culture, le folklore de ces peuples-là. Et c'est super important. Je vous rappelle, vous devez apprivoiser les runes. Donc apprenez comment vivaient ces gens-là. Et ça, c'est de la vulgarisation, encore une fois. On n'est pas sur des traités historiques, donc c'est beaucoup plus facile à lire. C'est beaucoup plus. En plus, c'est un almanach, donc vraiment, on pouvait aller piocher n'importe où. Ouais, évidemment, je tombe sur une. Ah bah encore. Hop, voilà. Et je vais en apprendre un peu plus sur Baldir. Balder, pardon. Voilà, je peux lire ça seulement, c'est en plein milieu du bouquin, je lis ça et après je referme et je passe à autre chose. C'est très pratique. Donc j'ai bien aimé ce livre, vraiment, je vous le conseille, il a une bonne... vous allez apprendre plein de choses. Dans le même esprit, nous avons, je vous en avais déjà parlé, l'Oracle des Runes de Gulliver l'Aventurière et l'Iracoltire. Donc ça c'est chez... qui c'est chez Vega. Alors, vous avez les cartes. C'est un jeu de cartes. Oh là. Qui représente les runes. Hein. Donc, on a la rune ici, mais elle est aussi redessinée toujours dans la carte. Et il y a une illustration autour qui a été faite par Gulliver l'Aventurière. Donc, ça peut être aussi une technique pour tirer les runes. Ah bah, c'est à l'envers. Hop. Si vous n'avez pas un jeu de runes à proprement parler, vous pouvez utiliser cet oracle.
Mais le gros intérêt de cet oracle, c'est son livret écrit par Lyra Coltier, qui est assez balèze hein, pour un livret de jeu, dans lequel, bah pareil, alors elle nous décrit chaque rune, elle nous décrit la carte en elle-même, bon bah là on est sur, bon elle a des noms, c'est Éoise, normalement, donc Éoise ou Éoise, 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 je crois, oh putain j'arrive pas à me rappeler, attends, ah bah elle est pas numérotée évidemment, ah bah ça c'est pas bien, hein. Mais il y a un sommaire, je sais qu'il y a un sommaire, donc elle l'appelle Éole, 116, ok. Parce que ça me turlupine, j'ai pas envie de dire des conneries, donc... Ah ben non, mais je suis bête. Alors attendez. On va l'appeler Ir en vieux norrois. Elle devient Algir et parfois Élase. Élase. C'est ça, je me disais, Éoise, il y a un problème, c'est pas ça. Donc, Élase, pardon. Et mais elle me perturbe avec les noms qu'elle a donnés. Alors, Lyra, elle a pas choisi. Moi, je prends les noms germaniques. Souvent, c'est pas... bon, voilà. Mais Lyra, elle a pris les noms de plusieurs. Donc, il y a du vieux norrois, du germanique, du proto-germanique, pardon. Du vieil anglais. Bref, elle a pris plusieurs langues. Et puis, elle a pris les noms qui l'intéressaient le plus, qui lui plaisaient le plus. Bon, moi, j'appelle Élase. Et le bouquin, bah déjà, bon, déjà, donc, voilà, hein, on sait tous les noms que peut porter la rune. On sait la traduction, comment on peut traduire cette rune. Donc là, on a le mot-clé déjà qui arrive. Élase, c'est l'élan. On a un peu de tout l'aspect historique. Après, elle nous raconte un peu la toile de fond, donc c'est-à-dire elle nous décrit un peu la carte. Et elle nous raconte aussi, alors ça dépend desquels, mais elle nous raconte des éléments de la vie des Scandinaves, de leur culture, ou alors de la mythologie scandinave. Et c'est un super bouquin, on apprend déjà une tonne de choses. Ça réunit un petit peu les deux autres bouquins que je vous ai donné, bon évidemment en beaucoup plus succinct, hein, évidemment c'est quand même un plus petit bouquin, hop là, pardon. Mais c'est un super truc pour débuter. Il y a un peu de culture, il y a un peu de mythologie, et elle associe ça évidemment aux runes, donc vous voyez la connexion que vous pouvez avoir entre les runes, leur culture, leur mythologie, etc. Et c'est un super moyen, moi j'ai commencé avec lui. Super moyen de commencer à s'imprégner des runes. Dans le même style, parce que aussi écrit par Lyra Coltier, il y a ceci, les runes, qui est une compilation des... alors, Lyra Coltier, elle propose un programme qui s'appelle Une année en magie. Tous les mois, on reçoit un carnet avec des tas d'infos, de trucs sur lesquels elle a fait des recherches. Et il y a eu une année où elle s'était penchée sur les runes et elle a compulsé tout ça dans un e-book. Hein, c'est pour ça que vous voyez, c'est moi qui l'ai imprimé. Donc elle a compulsé tout ça dans un e-book que vous pouvez trouver sur sa chaîne, sur sa boutique Etsy. Donc les runes de Lyra Coltier, où elle reprend, donc on a beaucoup de choses sur l'histoire, on a une biblio aussi si vous voulez aller approfondir donc évidemment il y a beaucoup de Régis Boyer, mais voilà, il y a une biblio qui est assez large, dans laquelle vous pouvez aller chercher comment dire, des infos supplémentaires, mais qui sont souvent des trucs un peu plus poussés. Et elle nous a retranscrit ça, un peu vulgarisé, dans cet e-book, qui est super. Voilà, on a de nouveau de l'histoire, on a de nouveau de chaque rune qui est expliquée. Alors je me suis fait des petites, voilà, sur les points qui me semblaient clés. Donc elle nous explique les runes, elle nous les remet dans le contexte historique aussi, c'est-à-dire que certaines runes ont été mentionnées dans certains poèmes skaldiques, donc les poèmes scandinaves, donc il y a un vers qui est lié à la rune et qui va nous donner un peu l'esprit de la rune. Donc c'est pas mal d'avoir cette donnée historique de comment c'était vu par les skalds, pardon, les poètes scandinaves, pour que ensuite nous on puisse s'en imprégner et l'utiliser dans notre pratique runique à nous aussi.
Donc voilà, c'est souvent des vers. Alors des fois, certains n'ont pas de, de vers, parce que toutes les runes n'ont pas été explorées dans les poèmes, mais il y en a un certain nombre, donc c'est super intéressant. Après, elle nous explique un petit peu comment, en quoi on peut se servir de ces runes, quels sont leurs aspects divinatoires, leurs aspects magiques, etc. etc. Donc j'aime beaucoup ce bouquin, c'est encore une fois de la vulgarisation, donc on est, mais de la bonne vulgarisation. On n'est pas sur ce type de truc. C'est pas ce que vous allez trouver là-dedans, c'est pas ce que vous allez trouver sur internet, c'est pas ce que vous allez trouver un peu partout dans tous les bouquins qui parlent de runes. Voilà. Donc ça, c'est les grands bouquins que je vous conseille de lire. Je vais vous parler d'un dernier qui est un peu différent. Ça s'appelle Ma Bible des runes de Nathalie Limoges. Nathalie Limoges, je vous en parlais tout à l'heure, c'est elle qui a cette image de la vieille femme. Donc rien que ça, vous voyez que c'est quelqu'un qui est très... c'est quelqu'un de très poétique. Elle a un esprit de poète, elle a une façon de voir les choses. Donc dans ce livre, donc c'est Ma Bible des runes, donc on a les runes qui sont expliquées, etc., etc. Mais elle a une vision des runes qui est très personnelle. Elle le dit d'ailleurs en début de bouquin. Elle dit, si vous vous attendez à avoir quelque chose de c'est comme ça et pas autrement, sachez que non, c'est ma vision des choses. Et mais c'est comme ça que moi je travaille avec les runes, c'est comme ça que je fais avec les runes. Donc je trouve que c'est un bouquin qui est intéressant pour voir une appropriation des runes qui a été faite par Nathalie Limoges. Il y a des données qui sont intéressantes. Vous avez un peu d'Azatrou dedans. Et notamment, vous avez les positions, le yoga. Je ne sais pas si c'est ça, le yoga. Si, attendez. Si, c'est ça. Le yoga des runes. Donc, ça, c'est une invention totalement moderne, mais elle l'a inclus à son bouquin. On a pour chaque rune une position de type yoga, hein. C'est pas du yoga, mais c'est des positions que l'Azatrou a connectées aux runes et que on est censé ressentir des choses en faisant ces positions qui sont en lien avec les runes. Donc ça peut être intéressant à voir. Elle a associé aussi, alors elle a beaucoup mis de contes, donc des contes germaniques très souvent, beaucoup de Andersen, Grimm, etc. Et donc c'est des contes, c'est assez intéressant. Donc c'est toutes les parties qui sont en bleu comme ça là. Donc ça, ce sont des contes. Donc là, c'est la petite sirène, je vous montre. Premier conte, la petite sirène, donc qui est un conte de Andersen. Et alors, ensuite, elle en fait une analyse d'un point de vue runique. Et c'est intéressant parce que c'est pareil, ça fait partie du folklore germano-scandinave, ces contes. Donc c'est intéressant de les associer aux runes également. Bref, c'est un bouquin qui parle de tout et de n'importe quoi, mais je trouve qu'il est un peu... pour débuter, je trouve ça un peu dur, moi. J'aurais pas débuté avec ça. J'aurais eu ça comme bouquin pour débuter. Je pense qu'il y a plein de choses que j'aurais pas bien comprises. Que je comprends mieux après avoir lu tous les autres bouquins dont je vous ai parlé. Et plus encore. Et puis à la fin, je voulais vous montrer, ça c'est mon livre des runes à moi. Donc vous voyez, c'est des pense-bêtes en fait. Donc il y a chaque arête. Vous savez que les runes, donc l'ancien Fiotak est composé de 24 runes et non de 25. D'ailleurs, ici, il parle de 25 runes. Pas bon, hein, parce que la rune blanche n'est pas une rune. Bref, donc 24 runes, chacune répartie en 3 aïtirs. Donc chaque aïtir, chaque aït, oui, comprend 8 runes. Et bref, c'est un petit pense-bête, vous savez, c'est les petites cartes qu'on utilise pour se faire des révisions. Et donc, moi, j'ai fait ça. Donc, il y a une première carte sur la lettre, ok. Et ensuite, chaque rune dessinée, la lettre qui la représente, le numéro, son ordre d'apparition, quelques notions, les dieux qui sont associés. Moi, j'ai fait des trucs. Puis après, il y a les mots-clés. Bref, c'est mon petit pense-bête à moi, perso. Je vous conseille de vous faire ça. Vous faites quelques bouquins et vous faites votre propre... interprétation, votre propre appropriation des runes. C'est vraiment comme ça que je pense que les runes fonctionnent. Vous ne pouvez pas simplement vous contenter d'un livre comme ça et de ces petits mots-clés. C'est un peu limité, c'est un peu limitant. Vous irez beaucoup plus loin en lisant plein de trucs autour de la culture scandinave, autour de la mythologie scandinave et des runes en général, et pour vous faire votre propre symbolique autour de chaque rune.
il faut les apprivoiser. Voilà, c'est vraiment ça et ça se vit les runes. Donc encore une fois, pensez à vous écrire les runes quelque part, c'est un super moyen de les vivre. Ou alors vous prenez une rune comme ça, vous la mettez dans la poche, ça peut marcher aussi. Bref, voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Ce dernier étant juste un conseil que je vous donne de vous faire votre propre petit livret. Alors moi, je l'ai fait comme ça parce que c'est facile à trimballer, mais ça peut être un carnet. Enfin voilà, vous faites bien comme vous voulez. Mais voilà, faites-vous votre propre appropriation des runes. Et voilà, bon bah écoutez, c'est une vidéo de 45 minutes, donc je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Maintenant, j'en ai déjà beaucoup trop dit, je pense. Et bah écoutez, je vous souhaite une excellente, je sais pas quoi, je sais pas quand est-ce que vous êtes, à quel moment vous regardez cette vidéo, mais voilà. Belle vie à tous. Et je vous dis à une prochaine pour de prochaines choses, hein. Bisous, ciao!